Bonjour à tous, il est 10 h à Yaoundé. Madame, Monsieur, bienvenue sur Cam10 Télévision. L'émission, c'est ici la République. Merci à tous qui nous prennent à partir de notre page Facebook. Et ce matin, nous parlerons donc d'une question très importante. Il s'agit justement de la circulation en zone urbaine. Yaoundé a-t-il besoin d'une voie de contournement? Eh bien, c'est donc le sujet inscrit à l'ordre du jour ce matin. Et pour en parler, ils ont répondu présent à cette invitation. Martial Obiana est journaliste spécialiste des questions des économies. Nous aurons également le docteur Christian Brice-Soyono, il est juriste habitué de ce plateau. Le docteur Grégoire Manga est également habitué de ce plateau. Il nous fait son amitié à travers sa présence également. Nous aurons le directeur de publication du journal Gouvernance Presse, Lazare Nomo, qui sera des nôtres durant 1 h 55 minutes. Mesdames, Messieurs, voici ici la République. Ils sont donc déjà installés sur ce plateau, du moins 75% de ceux que nous avons donc invités. Martial Obiana, bonjour et bienvenue. Bonjour Hippolyte Nama, bonjour à tous les téléspectateurs de Cam10 Télévision, mes amitiés aux deux docteurs juristes qui sont sur le plateau et au directeur de la publication du journal Gouvernance, Lazare Nomo, qui nous rejoindra sous peu. Je voudrais ce matin faire un petit bonjour à un téléspectateur habitué de tous les programmes, je précise bien de tous les programmes de Cam10 Télévision. Je parle du couple Billet qui nous regarde quelque part sous le ciel de Yaoundé. D'accord, merci à vous. Il y a beaucoup qui disent qu'ils voient déjà en vous, ils voient déjà sur votre tête la casquette d'un futur exécutif municipal. À quoi ça renvoie? On veut comprendre. Bon, ben, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je crois peut-être que c'est la nature en elle-même qui me prédestine à cette fonction-là, et je ne pourrais non plus dire non. Peut-être qu'aujourd'hui, la seule chose dont on a besoin, c'est d'un accompagnement de nos aînés pour pouvoir tracer notre voie qu'on ne cesse de tracer tous les jours qui se lèvent. En tout état de cause, moi je serais très honoré de servir mes concitoyens, d'être à l'écoute des populations de mon arrondissement à Bokito et de pouvoir, avec leur accompagnement, leur soutien et le soutien de l'élite de chez moi, implémenter des projets de développement qui nécessitent et qui vont impacter positivement le cadre socio-économique de nos populations. Et si jamais ces populations vous demandent de faire un choix entre 2025 et peut-être 2030, quelle est l'option préférée? Vous préférez démarrer en 2025 ou alors démarrer en 2030 pour la fin du mandat en 2035? Je pense que au niveau où nous en sommes, je serai beaucoup plus favorable à 2030 parce que j'estime que j'ai encore besoin d'apprendre davantage aux côtés de mes aînés, et l'apprentissage, ça prend aussi du temps, mais comme je le disais tantôt, je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Dieu est le maître de tout, au-delà de ce que la population peut voir, de l'envie que la population peut exposer, et à Dieu qui est au centre de tout. Et si la décision vient de Dieu pour que ce se fasse dès 2026, je serai disposé à être là, mais pas en tant qu'exécutif principal, mais peut-être en tant que conseiller municipal. Ainsi, j'aurai le temps de me mouler à la gestion de l'exécutif de ma commune, et on j'aurai être porté à la tête pour exposer un projet viabilisant et qui nécessite l'accompagnement de tous. Et nous savons donc que vous aimez également le sport et notamment le football. La Fédération camerounaise de football a renouvelé, je veux dire, le comité exécutif, les membres, du moins les électeurs, ont renouvelé le mandat du président actuel, l'exécutif actuel, Samuel Eto'o, à la faveur donc de l'Assemblée générale élective qui s'est tenue du côté de Mbankomo. Les premières mesures ont été prises au lendemain de cette élection. D'abord, le limogeage de Marc Brice avec l'entrée de David Pagou et Martin Tungumpile qui est coordonnateur, David Pagou sélectionneur. La liste des Lions est même sortie déjà pour ce qui est de la CAN
Maroc 2025. C'est 2025, elle démarre bel et bien en 2025, le 21 décembre, même si elle va s'achever en janvier. Votre commentaire? Oui, l'Assemblée générale n'a qu'entériné ce qui se disait déjà dans les salons feutrés de Yaoundé. Elle a décidé de renouveler sa confiance à l'actuel président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Etoufis. Il y a eu une série de mesures qui ont suivi le limogeage de l'ancien, qui est actuellement l'ancien sélectionneur, monsieur Marc Brice. Je crois que la nationalisation du banc de touche camerounais n'a cessé d'être demandée par nos concitoyens parce qu'on estime que on a aussi de la matière. Nous l'avons vu avec monsieur Jean-Paul Akono, qui nous a mené au sacre aux Jeux Olympiques à Sydney en 2000. Mais ce que je voudrais dire à l'attention des Camerounais, c'est que un projet ne peut pas se réaliser après 1 ou 2 mois. On doit donc permettre aujourd'hui à cet exécutif qui est à la tête de l'équipe nationale du Cameroun de pouvoir faire de preuves, d'accompagner, de soutenir cet exécutif-là. Je pense quand même, à mon humble avis, que des visages comme celui de M. Martin Tongompilé ou bien de M. David Pagou, c'est des visages très bien connus du championnat local. On a vu leur prouesse dans les différentes équipes qu'ils ont eu à manager. Tout simplement, faisons leur confiance, apportons notre soutien et accompagnons-les. Et je crois qu'avec la liste qui a été publiée, on observe également une sorte de renouvellement de l'équipe des Lions Indomptables, avec une jeunesse qui, à mon sens, sera disposée à défendre les couleurs du vert ou jaune, parce que, Hippolyte, n'oubliez pas, tout ce qui se fait dans la discipline ne peut pas conduire au succès. Or, aujourd'hui, on a besoin d'une équipe nationale disciplinée qui est soumise aux idéaux de la victoire et qui est un exécutif, une équipe qui est véritablement tournée vers l'accomplissement des résultats afin que le Cameroun rayonne davantage sur la scène internationale. D'accord, merci donc pour ce regard-là, même si nous avons estimé qu'il y a plusieurs joueurs, plusieurs cadres qui n'ont pas été appelés dans la sélection, à l'instar de Vincent Aboubakar, du gardien André Onana. On ne va pas ouvrir ce chapitre. C'était un débat passionnant. Oui, c'est ce chapitre très polémique sur cette antenne. Docteur Grégoire Manga, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Hippolyte Nama. Merci une fois de plus pour l'amitié que vous me faites d'intervenir dans cette prestigieuse émission qui monte et qui monte encore. Je voulais également remercier tous les hommes de l'ombre, comme j'ai l'habitude de les appeler ici, ces techniciens, cette équipe importante, cette équipe qui est derrière vous, qui permet au monde entier de nous voir. Merci. Vous n'avez personne à saluer ce matin, comme le futur maire? Bon, je voudrais, naturellement, j'ai une personne à saluer uniquement ici. Il s'agit de 2 personnes, on va dire. D'abord, le ministre des Domaines du cadastre d'affaires foncières. Ah bon? Vous avez dit pourquoi? Parce que lors de sa défense, lorsqu'il défendait le budget... Oui, devant la représentation nationale, oui. Il y a un élément qui m'a semblé très important et c'est à saluer parce qu'il a déclaré devant l'Assemblée qu'il va procéder à la finalisation de la réforme foncière au Cameroun dès 2026. C'est une innovation très importante qu'il fallait relever ici. Oui, je rappelle que ces innovations, puisque vous en parlez ce matin, concernent tous les volets qu'on retrouve dans ce département ministériel, la réforme foncière, la réforme domaniale, la réforme cadastrale et la réforme liée à la gestion du patrimoine de l'État. Quand on parle du patrimoine de l'État, il y a justement le foncier également qui entre, vous avez l'immobilier qui entre, et vous avez justement ces véhicules administratifs. Alors, je vous accueille ce matin parce que ce 4 décembre 2025 marque donc l'anniversaire d'une brave dame. Elle est géante au sens propre, géante au propre comme au figuré, la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, et qui est née un 4 décembre. On va lui souhaiter ce matin joyeux anniversaire. Et on sait que
Elle est au cœur de l'action pour ce qui est de l'humanitaire. On va parler des synergies africaines, le Cercle des Amis du Cameroun, le Centre international de référence Chantal Biya, la fondation qui porte son nom, la fondation Chantal Biya. Elle est ambassadrice de l'UNESCO, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, ambassadrice de l'ONU SIDA contre les maladies et les souffrances. Alors, quelle est l'image que vous avez de cette dame? Monsieur Hippolyte, je voudrais dire ici que derrière un grand homme se cache une grande femme. C'est une grâce que le président Biya a rencontré une telle dame parce que depuis qu'elle est aux côtés de son prestigieux époux, il faut bien dire ici qu'elle n'a qu'œuvré au développement du Cameroun. Parce que tous les organismes, les instituts, les organes dont vous venez de relever ici, là, participent à ce que participe non seulement à la promotion de la santé, à la promotion même du bien-être des citoyens, des personnes défavorisées. Je voudrais dire ici que c'est une dame au grand cœur, c'est une dame qui a toujours été auprès des personnes défavorisées, c'est une dame impartiale, c'est une maman, comme on l'a dit, une maman qui unit, c'est la maman, comme dit la nation camerounaise, parce que contrairement à certaines mauvaises langues, qui tendent à tenir, à dénigrer, à dégrader même les œuvres, l'action humanitaire et sociale de la première dame. Je pense ici que, qu'on l'aime, qu'on n'aime pas, il faut reconnaître que c'est une dame qui a toujours participé. Vous n'avez jamais eu, contrairement dans certains États ici, dont je ne voulais pas citer ici, une dame mêlée dans certains scandales. C'est une dame vraiment qui a été toujours, qui a eu toujours la main sur le cœur et qui n'hésite pas toujours à agir lorsqu'elle est sollicitée. De manière générale ici, je voudrais dire ici, joyeux anniversaire à notre First Lady nationale et je prie que le bon Dieu continue à nous accorder des très grandes années et pour qu'elle puisse continuer à pérenniser, à continuer l'œuvre qu'elle a si bien débutée auprès de son illustre époux. D'accord. Elle a même aidé beaucoup de familles à avoir des enfants. Les familles qui étaient jusqu'ici en manque de progéniture à travers donc le CRACER, qui est le centre d'application en recherche en chirurgie endoscopique et reproduction humaine, aujourd'hui que dirige le professeur Jean-Marie Kassia. Donc, c'est une brave dame à qui on va souhaiter une fois de plus joyeux anniversaire. Vous l'avez dit, c'est une chance pour le chef de l'État de l'avoir à ses côtés. Docteur Christian Brice-Oyono, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour Monsieur Hippolyte, bonjour Camdis TV, bonjour à tous les panélistes, bonjour la République, bonjour ici la République. Comment va la ville de Soie ce matin? La ville de Soie ce matin va bien, mais elle m'a un peu déplu depuis hier soir que je suis arrivé, une coupure de courant jusqu'à ce matin. Ah, vous interpellez la NEO? Oui. D'accord, de toutes les façons, le message est passé. Vous avez également, c'est de l'actualité, hein, c'est l'actualité, c'est les fêtes de fin d'année également. Vous pourrez donner des conseils à ces dames, ces jeunes filles qui se voient souvent parfois dépossédées de leurs objets durant cette période-là. Vous savez que nous avons des pickpockets qui attendent en face des banques. Nous avons des taxis qui ont également ces bandits de grands chemins et qui agressent justement les usagers, les passagers. Parce que parfois vous empruntez, on vous amène à une destination qui est un peu difficile. Et puis c'est une situation difficile. Donc c'est le conseil peut-être que vous pourrez donner ce matin à ces Camerounais-là. Elle leur dit que nous sommes en fin d'année, c'est la période des fêtes, il faut beaucoup plus de vigilance. Oui, mon cher Hippolyte, nous abordons là un pan de l'année qui est souvent très délicat pour les familles. Tantôt, madame ou maman est partie au marché avec ambition pour renflouer le ménage par rapport aux fêtes. Et il se trouve qu'elle rentre en pleurant. Qu'est-ce qui a résultat de course? On a eu à soutirer le porte-monnaie, on a eu à enlever le téléphone qui détenait l'argent. Vraiment, c'est une période très très délicate. Alors que l'on fasse attention, mais alors très attention, c'est une période où le bandit
n'est pas, d'ailleurs, il n'a jamais été l'ami de quelqu'un, mais en cette période, il devient encore mais encore très, très dangereux pour nous autres qui voulons mener une vie saine sans obstruer à celle de l'autre. Alors, pendant cette période, vigilance, vigilance et vigilance. C'est vrai que ce matin, nous avons vu devant un supermarché, je pense supermarché au quartier Sos à Yaoundé, il y a 2 bandits qui ont été fouettés, bien tabassés presque à mort, assis à même le sol. Ils agonisaient presque. Ce matin, on a dit oui, le phénomène a commencé. Les pickpockets sont à l'extérieur dehors. Je vais vous dire, je vais également vous surprendre par rapport à cette information. En dehors des sources que vous avez vues, moi j'en ai vu tout à l'heure en venant devant le complexe Santa Lucia ou en Rousseau. Ils sont à demi-morts parce que vraiment ils ont été rossés. Ouais. Mais alors très rossés. Donc le phénomène a commencé. Nous sommes en décembre. Il faut beaucoup de vigilance. Il faut beaucoup de vigilance pour certains, pour nous tous d'ailleurs. Et en dehors de la vigilance, il ne s'agit pas simplement des pickpockets. Parce que lorsque le gars n'a pas réussi son coup, Oui. il peut atteindre à votre vie. Oui, on nous a souvent dit que quand celui-là trouve que vous n'avez rien sur vous, Oui. Pour se consoler, il devrait vous blesser. En réalité, comment on appelle ça? Ils ont une maxime selon laquelle ils préfèrent celui qui a quelque chose que celui qui n'a rien. Lorsque tu n'as rien, ils se mettent dans un état second. Oui. Ils préfèrent que quand ils te trouvent avec ton portable, ça fait le butin. Ou bien de l'argent, ça fait le butin. Mais lorsque vous n'avez rien, mais sachez que vous pourrez passer un sale quart d'heure. Ouais, ça, c'est vraiment difficile. Lazare Nomon, bonjour. Bonjour, mon cher Hippolyte. Bonjour à tout le panel. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Bonjour à toute la République. Vous êtes le directeur de la publication du quotidien Gouvernance Presse, c'est ça? Oui. Alors, cette semaine, vous avez titré Bien-être des enfants. Mwange Kobila esquisse donc l'œuvre de la Commission nationale des droits de l'homme au Lesotho, et vous avez indiqué que c'était à la faveur de sa déclaration tonitruante prononcée au cours de la session ordinaire du comité africain d'experts sur le droit et le bien-être des enfants qui se tient à Maseru, au royaume du Lesotho, du 26 au 5 décembre 2025. Donc, ça s'achève demain. De quoi s'agit-il? Oui, il s'agit justement de promouvoir en fait les droits des enfants. Et le président de la Commission des droits de l'homme du Cameroun représente bel et bien le Cameroun à cette messe-là, à cette assemblée-là, pour essayer de voir un peu plus clair sur les droits des enfants. Vous savez que c'est des thématiques un peu plus exigeantes de l'heure. Et donc, il n'y avait pas peut-être quelqu'un qui peut mieux parler du droit des enfants que le président de la commission ou le président de la commission des droits de l'homme du Cameroun. Et on est également dans une période où les enfants au Cameroun, quand même, ont fait, je crois que c'est récemment, on a fêté la journée des droits des enfants. Donc il était bien important qu'il se rende de ce côté-là, et je crois que l'Assemblée s'achève demain et nous aurons des résolutions qui nous viendront de ce côté-là. D'accord, merci bien. C'est pour dire qu'au Cameroun, les droits des enfants sont assurés. Oui, en fait, c'est cette perspective-là, c'est dans cette perspective que la Commission des droits de l'homme travaille pour essayer de mettre les droits des enfants au cœur de ces différentes missions. Mais je voulais, si vous me permettez, Hippolyte, parce que quand je suis arrivé, j'ai trouvé mon très cher ami Martial, le futur maire, et que je salue. Vous avez interrogé sur la question des lions indomptables. C'est une problématique, c'est une question que je ne peux pas éviter de parler, parce que
ça a dû et ça perdure quand même au Cameroun depuis pas mal d'années, pas mal de mois, cette guerre entre la FECAFOOT, le MINSEP et peut-être même certains joueurs et finalement on a vu que ça a emporté certains joueurs, certains cadres de l'équipe, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, à ne pas participer à la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football, ce qui est d'ailleurs regrettable. Mais à cela, ce que je voudrais dire, c'est que on peut éviter ça. On a eu tout le temps, on peut éviter d'arriver à ces dérives parce que au regard de cette situation, on a l'impression qu'il y a ce qu'on appelle c'est-à-dire que quelqu'un vient pour rendre les comptes aux autres. C'est-à-dire que parce que vous m'avez fait ça, voilà donc au prochain mandat. Et moi, je n'ai rien contre Samuel, je n'ai rien contre lui, sa gestion sur le plan du management de la FECAFOOT et du football, moi, je n'ai rien contre lui. Mais ce qui m'agace un peu, c'est de faire une fixation sur un jeune qui peut avoir lui aussi ses défauts. On ne refuse pas, comme André Onana, qui n'est pas également mon ami. Mais vous voyez, si vous voyez l'âge d'André Onana et l'âge que Samuel Eto'o brillait, je crois qu'il était à cette époque-là au FC Barcelone, Samuel Eto'o baignait dans un environnement qui était propice. Il n'avait pas quelqu'un qui lui mettait les bâtons dans les roues à cette période-là. Mais d'où vient-il qu'un gars comme André, qui n'est pas sain, se retrouve chaque fois devant des faits pour dire qu'il est le père, on ne parle pas comme son père. On dit, j'ai suivi quelqu'un hier, je crois que vous les appelez un influenceur, que je connais parce que nous avions fait un parcours académique ensemble à l'époque, qui a dit, il a incité, il demandait même aux Camerounais, pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous laissez un gars comme ça parler à Samuel et tout, et vous ne faites rien. Et là, moi, ça m'a intrigué, en même temps, ça m'a dérangé de me poser la question de savoir, mais vous voulez qu'on fasse finalement quoi de André Onana? C'est-à-dire qu'on interdise André de ne pas mettre pied au Cameroun ou bien de retirer la nationalité camerounaise à André, qui est une nationalité même qui est dans le sang. Mais, donc, visiblement, cette situation est un peu plus agaçante, mais je reviens également sur les coachs. Le Cameroun, depuis Samuel Eto'o, le Cameroun connaît déjà, je crois, avec Pagou, je crois, c'est 4 coachs. Vous voyez? Mais est-ce que ça peut apporter des résultats un peu plus probants à l'équipe nationale? Regardez un peu en France. Deschamps est en France depuis combien d'années? Depuis 2012. Mais vous voyez ce que ça peut donner au Cameroun. Il ne s'agit pas de venir régler les comptes à quiconque. Ça, mais c'est chacun qui a sa vision, hein. C'est pas peut-être une question de règlement de compte. Chacun a sa vision, sa philosophie dans la gestion. Qu'est-ce qui justifie, par exemple, un joueur comme André de ne pas être... C'est ça qu'on dit, que chacun a sa vision. La performance que vous avez de lui peut être mitigée ailleurs. La performance en tout cas, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'à un moment donné, il faut que cela cesse. Les Camerounais n'ont plus l'image du football camerounais est en berne depuis des années. Il faut le dire. L'image du football camerounais est en berne. Ce n'est plus comme les Lions indomptables de l'époque. Il ne reste que le nom, le label là. Ce n'est que ça qui reste. D'accord. Mais en fait, sur le plan même pratique, il n'y a plus rien. D'accord. C'est en fait cette parenthèse-là que je voulais... De toutes les façons, la Coupe d'Afrique va s'ouvrir le 21 décembre prochain pour s'achever en janvier. Bon, l'équipe, les joueurs ont été convoqués, je pense, en 24. Oui, 24, au total, qui ont été convoqués par l'entraîneur, le sélectionneur David Pagou, qui a donc été nommé. Je sais que vous êtes originaire de la Léquier, vous êtes de la ville d'Obala plus précisément. Le maire Simon Pierre-Diba sera porté en terre le 13 décembre prochain et le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières réunit le département aujourd'hui dans la salle en contrebas du conseil régional du centre. Allez-vous participer en tant qu'élite pour collecter et cotiser, je veux dire? Bon, je ne sais pas si je suis élite, mais je participerai parce que je suis un fils de la Ligue qui est plus précisément d'Obala et que j'ai été très proche à un moment donné du maire Ediba dans le cadre de mes reportages sur le terrain. Donc, j'irai là-bas et nous allons même d'ailleurs consacrer un article dans ce sens-là. Et vous savez que c'est devenu comme une sorte de coutume pour le ministre Yébé qui, à chaque fois, mobilise ses frères et sœurs de la Léquier lorsqu'en cas de malheur ou de bonheur
pour essayer, n'est-ce pas, de se mettre ensemble et donner une image de cette ligue qui l'a unie et rendre également un dernier hommage à un homme comme le défunt maire Simon-Pierre Idiba. Donc je serai bel et bien après l'émission. 16h, nous y serons pour essayer de collecter les informations et faire un article dessus. D'accord, merci beaucoup. Simon-Pierre Idiba qui sera donc porté en terre le 13 décembre prochain, lui qui était maire de la commune d'Obala et qui était également le directeur des études à l'autorité portuaire nationale. Voilà, paix à son âme. Christian Etoundi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le 5e invité de cette émission. Enfin, je suis le bad poète là, il a fallu que j'arrive finalement, je suis là sur le plateau. C'est un honneur d'être là une fois de plus. Merci pour l'invitation. Merci de m'avoir mis aux côtés de ces brillants esprits. J'ai écouté Lazare que je connais très bien et tous les autres également. Je vais également saluer nos téléspectateurs ce matin qui se comptent par millions. D'accord. Tous ces derniers temps, nous voyons des pressions qui viennent de la presse. Il y a les Lazare, les Martial Obiona, ils sont nombreux demandant le gouvernement, le président de la République devrait signer, devrait commencer à utiliser le stylo à lui remis par le président de l'Assemblée nationale. Votre réaction dessus? Disons que c'est une tradition républicaine. À chaque fois qu'il y a une élection majeure comme l'élection présidentielle, il y a toujours de fortes attentes relativement à une élection. Maintenant, on ne va pas danser plus vite que la musique. Celui qui met la musique, c'est le président Biya, qui nous dit, voilà, allons. Vous savez, il y a eu un précédent, vous parlez du microcosme journalistique, il y a eu un précédent fâcheux. Vous vous souvenez, il y a quelques années, quand le président Macron arrive au pouvoir, et on attend le gouvernement en France. Et nous également au Cameroun, on attendait, on allait voir à peu près comment est-ce qu'il allait structurer son gouvernement. Et il y a une aînée, une consoeur à la CRTV, la télévision Vous publique. voulez parler du président Hollande? C'était le président Hollande ou Macron? Je crois que c'était Macron. La dernière visite. Ah d'accord, oui. C'était Macron, oui, c'est parce ça. qu'il y a Oui. eu ce souci. Oui, vous c'est vous ça. souvenez, vous parlez du microcosme de ces journalistes qui attendent. Oui. Voilà, je vais être anecdotique. Alors, il s'avère que ce jour-là, sur le plateau du journal La CRTV, il y a une honorable aînée et consoeur Adel Bala Tangana qui avait commis l'impair de lire un gouvernement qui s'est avéré être un fake. Oui. Vous savez ce qui lui est arrivé après. Oui. Donc Martial attend le gouvernement, Lazare également. Il ne faudrait pas que... Ils n'ont pas publié un gouvernement, ils font pression. Ils font pression, oui, je dis ils font pression, mais maintenant le fait de faire pression également fera que on puisse peut-être s'approprier une information qui n'est pas à sa juste mesure et peut-être la publier. Donc nous devons faire attention à cette affaire du gouvernement. Moi j'ai vu depuis 2 semaines des gouvernements circuler, comme la dernière fois. On fera avec les sources officielles. Non, je sais, vous êtes très sérieux, vous le faites. Donc je veux dire que c'est une forte attente. C'est pour dire qu'il y a une forte attente de ce gouvernement. Il n'y a pas que les journalistes qui attendent, il y a des simples citoyens également qui attendent. Bon, mais maintenant, vous savez, c'est un homme, une mission, des moyens et des résultats. C'est-à-dire quand on veut structurer un gouvernement, dans l'ordre managérial, c'est un homme, une mission, des moyens, des résultats. Alors, si vous changez X par Y et que c'est la même mission, c'est les mêmes moyens, est-ce qu'on est sûr que ce sera les mêmes résultats? Vous voyez un peu. On doit également se dire en termes de gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences pour ce qui relève du gouvernement il faut envisager, je l'ai dit ici la dernière fois, la dimension technocratique. Parce qu'on a vu un gouvernement fortement et foncièrement politique, ces apparatchiks-là, ces parachutages aussi, des gens qui étaient plus ou moins inconnus au bataillon qui sont arrivés, dont on ne connaissait pas toujours les faits d'armes. Mais on dit que c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Discrétionnaire, oui, je comprends, mais maintenant, le président Biya est également entouré de quelques personnes. Vous savez, si vous voulez nommer des gens à Camdis Télévision, vous allez laisser traîner l'oreille, vous allez écouter X, Y ou Z. Le président Biya ne les connaît pas tous. Il y a des propositions qui lui sont faites. On lui dit, voilà, il y a tel qui est capable d'apporter ceci, ainsi de suite. Bon, mais maintenant, il faudrait déjà que
ces personnes-là aient des faits d'armes, moi j'estime. C'est-à-dire, si vous voulez nommer quelqu'un aujourd'hui en 2025 au Cameroun, ça ne doit pas être un blanc-bec, ça ne doit pas être quelqu'un, une génération spontanée comme ça, quelqu'un qui arrive et qui vient s'imposer dans le landerneau gouvernemental. Donc il faut prendre le temps. Je crois que j'ai écouté ça quelque part, que c'est un peu le moment des consultations. C'est un peu le moment des consultations, on consulte tel, il y a des noms qui fusent, il y a des petites fulgurances là, on dit tel, il y a tel. Donc on attend nous tous le gouvernement, mais que ce ne soit pas un bis repetita, qu'on se dise voilà, on a changé les hommes et que les choses ne bougent pas tant que ça. Parce que nous voulons que les choses bougent, nous voulons que le Cameroun change, vous voyez un peu. Donc si on change Pierre, si on déshabille Pierre pour habiller Paul, et que ce soit toujours la même perception du Cameroun, la même perception de la gouvernance, la même inertie et tout ça, on n'aura rien fait. Peut-être qu'il aurait été mieux pour le président de laisser ceux qui sont là. Parce qu'il y a également cette querelle-là entre ceux qui pensent qu'il y en a qui méritent d'être là, qui ne doivent pas bouger, qui doivent garder la même position, et ceux qui pensent qu'il faut balayer et mettre de nouvelles personnes. Donc, c'est un peu ce grand écart-là. Je ne voudrais pas être à la place du président Biya, mais j'imagine que ça doit être assez difficile aujourd'hui en 2025, au regard également du lendemain de la reconstitution du champ politique. Vous savez, il y a des gens qui frappent à la porte, qui viennent de l'autre côté, qui étaient, disons, dans l'opposition proposante, dans l'opposition, on va dire, tolérante, et qui, parce qu'il y a une opposition aussi radicale, qui difficilement va entrer dans ce... Donc, c'est un gouvernement de consensus, un gouvernement d'union nationale qui est attendu, mais un gouvernement également de compétences. On veut des compétences, on ne veut pas simplement des têtes couronnées de la politique qui vont s'amener là et on va prendre les mêmes et on recommence. Et que pensez-vous de ceux qui disent que la nomination ou bien le nouveau gouvernement devrait avoir comme boussole le procès verbal de la présidentielle de chaque département? Ça, c'est une dimension qui n'est pas écartée. Vous savez, aucune disposition n'est de trop quand on veut nommer des gens. Parce qu'on regarde également l'assise populaire. Il ne vous a pas échappé, Hippolyte, qu'il y a aujourd'hui une reconfiguration, un reprofilage du champ administratif en termes de département, en termes d'arrondissement. On a vu cette information qui a fuité. Donc, il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être mal à l'aise aujourd'hui de se rendre compte que chez eux, ils n'ont pas pu faire gagner le président Biya, parce qu'il était question de faire gagner le président Biya. Donc ça, c'est un item également important. Il y a l'item de la technocratie, c'est-à-dire des têtes couronnées, de la réflexion stratégique, chacun dans son domaine, mais il y a également la dimension politique. Parce que si tu ne gagnes pas les élections chez toi, il y a des gens qui sont tellement impopulaires, vous voyez un peu, qu'ils peuvent faire perdre le petit capital sympathique qu'on peut avoir à l'endroit du nouveau régime. Vous voyez. Donc, il y a ça qu'il faut considérer également. Si vous avez perdu une élection chez vous, vous l'avez perdu comment? Vous l'avez perdu comment? Est-ce que il y a eu cette, je vais dire, ce rejet total? Parce qu'il y a le fait, il y a trois choses. C'est-à-dire, en politique, on vous lèche d'abord. On vous lèche d'abord, vous arrivez là, vous êtes tout beau et tout ça. Et après un moment, on vous lâche. On vous lâche parce que vous n'avez pas fait ce que les gens attendent de vous. Et finalement, on vous lynche. On parlait de lynchage tout à l'heure. Le docteur nous parlait de lynchage tout à l'heure à Santa Lucia. Ça existe également. Donc on vous lèche, on vous lâche et on vous lynche. On vous lèche d'abord. Oui. Et après on vous lâche parce que vous n'avez peut-être pas fait le résultat. La règle, voilà, Martial la connaît. Et après on vous lynche. Vous voyez un peu. Donc certainement il y a des gens qui seront lynchés et qui sont même déjà peut-être lâchés. Qui sont déjà peut-être lâchés au moment où nous parlons, qui ne seront plus. Certains sont même en train d'être lynchés. D'être lynchés, voilà. Donc il y a ça également qui est important et qu'il faut considérer quand on veut mettre en place un gouvernement. Donc je suis d'accord avec vous qu'il y aura certainement cette perception-là qui va exister, Hippolyte. D'accord, merci. On va donc justement attendre ce gouvernement qui devrait venir du président de la République, son pouvoir discrétionnaire. Et la Constitution demande également que le Premier ministre propose justement ce gouvernement. La 12e édition, la 12e édition du FEBASI se prépare. C'est l'objet de la publicité. Sous le très haut patronage de son Excellence Paul Biya,
et le parrainage du Fonds des Nations Unies pour la population, l'association des Bayam Selam du Cameroun organise la 12e édition du FEBASI et sa grande foire du Cameroun du 8 au 20 décembre 2025, si à la zone Magazine Sam. Au programme, grande foire aux vivres, grande foire artisanale, exposition vente, espace gastronomique, soins de santé, ateliers de formation. L'apothéose avec la 3e édition des ASBI Awards, la fête de l'excellence, le 18 décembre 2025 au Palais des Congrès. Y prendront part les ministères sectoriels, les organismes publics, parapublics et privés, les partenaires au développement. C'est du Sassaï. Le kilogramme de maquereau doré à 1500 francs CFA, de viande de bœuf, de porc à 2000 francs CFA, sans oublier les merveilles de nos champs. Bonne année oh! Contact. Retour donc sur ce plateau, il s'agit donc de la 12e édition du FEBASI qui se prépare. L'événement sera couplé à la grande soirée des ASBI Awards du côté du Palais des Congrès de Yaoundé pour vivre donc cet événement. Lazare Nomon, ce matin nous parlons du désengorgement. Yaoundé, la capitale camerounaise, a-t-elle besoin d'une voie de contournement aujourd'hui? Je rappelle que vous faites partie de ceux qui sont arrivés en retard dans cette émission. Ça dit que vous avez été bloqué par des embouteillages. Alors, Yaoundé, capitale politique du Cameroun, la vitrine du Cameroun, a justement besoin d'être désengorgé, a besoin des voies de contournement. Parce que Yaoundé suffoque. Imaginez, on a un langage ici qu'on appelle l'heure de pointe. Je prends par exemple ce cas-là, lorsque vous voulez déjà rentrer chez vous, à partir de, je crois, 15h, 15h30, vous voyez un peu le niveau d'embouteillage qui est en route. Tout ça, c'est parce que les politiques, peut-être publics, n'ont pas pensé, n'est-ce pas, à ce qu'une ville comme Yaoundé bénéficie justement des voies de contournement. Et pourtant, il y a quand même des possibilités, parce que Yaoundé, c'est une ville assez vaste. Yaoundé, c'est une ville assez vaste. Lorsque vous allez, par exemple, à Emana, et si vous n'avez qu'une seule route, c'est-à-dire que Loncac et autres, là, ça devient compliqué pour les passagers, ça devient compliqué pour les véhicules qui circulent. Et on peut se poser des questions, quelqu'un l'a dit ici sur le plateau, qu'il va falloir véritablement des personnes qui travaillent d'arrache-pied. Et moi, c'est justement là le prétexte de nos sorties par rapport à la portion que vous avez appelé la portion du remaniement. Oui. C'est pour ça, parce que regardez un peu, l'attitude de la ville a changé. Prenez Yaoundé lors de la période de campagne électorale et revenez à Yaoundé de maintenant, vous voyez que la mouvance n'est plus la même. Si je vous prends par exemple le cas, n'est-ce pas, de Ngoekele, le secteur de Ngoekele, qui a bénéficié justement de cette période de campagne pour que les routes de ces zones-là soient refaites, c'est justement parce qu'il y avait, à mon sens, il y avait un besoin de se faire vendre au milieu, n'est-ce pas, du public, en fait, pour comment on les appelle, des électeurs. Mais après cette élection, moi, depuis quelque temps, Yaoundé, ça ne passe plus. Et pourtant, c'est des choses qu'on ne devrait plus. On ne devrait pas attendre l'élection telle, l'élection présidentielle, législative et autres. Je pense qu'il y a des ministères qui sont en charge de ce travail-là. En dehors de ces ministères, j'interroge toujours sur le rôle de la communauté urbaine de Yaoundé, en ce sens-là. Quel est véritablement ce rôle? J'évite de me prononcer dessus au risque de me tromper, mais véritablement, quel est le rôle de la communauté urbaine dans ce sens-là? Est-ce que c'est la communauté urbaine qui doit également penser à cela, ou bien c'est le ministère des Travaux publics, c'est le MINDU qui, en réalité, devrait penser cette politique des voies de contournement d'une ville comme Yaoundé? Donc c'est à ce niveau que je me situe, M. Hippolyte Naman.
D'accord, d'accord, merci pour votre premier jet. Martial Obiana, on sait qu'il y a le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Nous avons la communauté urbaine, telle qu'évoquée par Lazare Nomo aujourd'hui. Est-il possible que nous ayons une voie de contournement? Je préfère rester sur une voie, appelée peut-être la boucle, qui aura donc des entrées à travers des voies existantes. Est-ce que c'est possible? Bon, mais ça reste un projet qui peut être maturé, ça reste une vue de l'esprit. Peut-être qu'il devrait être mise en réalité. Vous vous souvenez encore que il y a encore depuis 2018, on parle de la construction de la boucle de Yaoundé, Oui. le rocade de 90 km, qui avait été estimé à 795 milliards de francs CFA Oui, pour environ. les travaux de construction proprement dite de 90 km et 442 milliards de francs CFA pour la viabilisation de nouveaux pôles urbains. Et dans le projet, on a les communes de Yaoundé 1er, la commune de Yaoundé 3e, la commune de Yaoundé 7e, les communes de Soie. Les communes environnantes. Oui, les autres communes environnantes, soit on en parlait de Soie, de Mfou, de Mankomodoko, là même également, de Lobor, qui doivent être impactés par ce projet-là. Le problème aujourd'hui, Hippolyte, avec les projets, c'est est-ce qu'ils sont rentables pour l'État camerounais? Parce que la réalisation d'un projet implique le fait que ce projet rapporte quelque chose de bénéfique à l'État du Cameroun. Et à côté de ça, il y a la question de l'adhésion des usagers. Je vais faire une petite illustration. Vous voyez le tronçon qui a été construit, qui part, comment on appelle là, sur la route de Soie, avant Kolfoulou. Qui ressort à Olembe. Qui ressort à Olembe. Oui. C'est tout un boulevard qu'il y a là-bas, mais vous allez constater que cette voie est très peu pratiquée. Elle est très peu pratiquée. Oui, à partir de Fougerolles. Tout le monde préfère donc s'agglutiner là, au niveau du marché Fougerolles. On va observer la même chose à la descente Iligidjoa. On voit le même phénomène vers Mbala 2. Or, il y a une voie qui permet de passer derrière la pharmacie Omnisport. Parce que cette voie relie également l'axe principal qui ressort au niveau de Olembe. Donc, il y a toutes ces problématiques-là qu'il faut mettre en vitrine. La question, comme je disais tantôt, de l'adhésion des usagers, la question de la rentabilité au niveau de l'État, et puis la question financière. Parce que quand j'évoque les montants, 795 milliards de francs CFA, j'évoque 442 milliards de francs CFA, on est pratiquement dans plus de 1200 milliards. Or, le projet de la boucle de Yaoundé avait été exprimé depuis 2018. Et il y a même des partenaires techniques et financiers qui s'étaient qui s'étaient engagés à financer ce projet-là. On parle de la Banque européenne d'investissement, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, on parle de la Banque africaine de développement, on parle même également de l'Union européenne. Encore que, il y a mi-2024, on nous faisait comprendre que les services du MINDU nous faisaient comprendre que la Banque européenne d'investissement, la BEI, s'était engagée à fournir 120 milliards de francs CFA pour le tronçon 3 qui part de Mbankomo en Komeos. On parle d'une distance de 22,2 km. Donc, c'est un projet, la voie de contournement à Yaoundé, c'est un projet qui peut se réaliser, mais il faut qu'il soit productif. Il faut parce dire que s'il n'est pas productif, là nous sommes là vers Colbisson. oui. Il faut qu'il soit productif. Parce que si c'est un projet qui ne génère pas quelque chose, qui ne fait pas profiter à l'État du Cameroun, ça va être difficile de le réaliser. C'est très difficile, hein, comme vous le dites. Grégoire Manga, vous observez ce phénomène, même quand vous vous rendez. Surtout, la ville respire entre 22h30 et peut-être 8h30. Bon, mais il y a des jours, Hippolyte, où même à 23h, samedi dernier, oui, je rentrais de chez moi, d'un voyage au village, mais il était pratiquement 23h, de partie
d'Akak oui. pour Olembe, la gare routière d'Olembe, mais c'était difficile. Et puis je me suis demandé, mais nous sommes quand même samedi, il est 23 heures passées, qu'est-ce qui explique cet état de choses? Bon, heureusement, on a des travaux d'agrandissement qui parlent de l'échangeur au Bala pour la gare routière d'Olembe qui avance très bien là-bas. J'ai pu observer que les travaux avancent très bien là-bas. On espère. Ça, c'est le ministre des Travaux publics. Oui, c'est le ministère des Travaux publics. On espère que d'ici à là, ces travaux seront entièrement terminés. C'est une situation difficile, hein, Grégoire Manga. Oui, monsieur Hippolyte, je voudrais dire ici que la casquette que nous abordons ici dans cette émission importante nous commande à ce que nous puissions d'abord poser un certain nombre de diagnostics avant plus tard, au cours de l'émission, de faire un certain pronostic. Parce que je l'ai dit, je voudrais ici dire que c'est une situation un peu regrettable. L'aîné, M. Lazare Noumo l'a dit ici, il y a des suffoques, il y a des mal ces infrastructures de transport routier. Je voudrais d'abord dire ici qu'il y a plusieurs causes qui conduisent naturellement à cet engorgement de la vie de Yaoundé, notamment il y a d'abord un problème de croissance démographique. À Yaoundé, à date, je crois que Yaoundé, c'est près de 4 millions d'habitants. Vous savez, moi-même plus, je suis même modeste, comme M. Marcel Benus, moi-même plus, même, si on se limite voir 4-5 millions d'habitants, c'est assez créable parce que les mêmes infrastructures routières, transports sont assez les mêmes. Ça fait donc que plus la croissance démographique est importante avec Yaoundé, les demandes en services, en transport deviennent plus aussi également importantes. Ce qui met donc en rude épreuve dans les infrastructures existantes. Il y a également aussi le problème du manque d'urbanisation planifiée. Vous savez que j'ai fait dans la question aussi foncière d'urbanisme. Je voudrais essayer de dire ici que la planification, l'urbanisation au Cameroun n'a pas été planifiée. Pourquoi? Parce que on a eu, vous constatez dans nos villes à Yaoundé, il y a la création des bidonvilles, des quartiers informels. Lorsque des quartiers, un bon matin, commencent à créer des bidonvilles, cela met donc difficilement en œuvre dans la création peut-être des infrastructures routières de transport. Parce que dites-vous bien que s'il y a des bidonvilles quelque part, des infrastructures quelque part, l'État, un matin vouloir créer des infrastructures de transport routier, ça pourrait donc être tenté à créer donc, une certaine tension sur ça. Je voudrais également aussi dire que l'une des causes également non moins importantes, c'est aussi l'incivisme des populations camerounaises. Parce que nous voyons aussi également que certains Camerounais, certains Yaoundéens, comme on a trivialement l'habitude de les appeler ici, brillent par ce comportement d'un autre genre. Parce que vous allez voir, vous n'allez qu'à voir dans les grands carrefours qui constituent la métropole camerounaise. Lorsque j'ai dit la liste est loin d'être exhaustive, j'ai pris également aussi les 3 principales causes qui peuvent déterminer la question d'engorgement au Cameroun. Lorsque je l'ai dit, je voudrais également renchérir pour terminer en disant que cette situation malheureuse que je viens de décrire ici là a des conséquences manifestement que je qualifie de très importantes sur même le vécu des populations camerounaises et même sur le communauté camerounaise, vous allez le voir. Ces conséquences ici sont des conséquences d'ordre économique et d'ordre environnemental. Au plan économique, vous allez voir, M. Hippolyte Nama, les embouteillages, l'impact sur l'Union camerounaise, c'est 150 millions de francs CFA par an au Cameroun. Le fait qu'il y ait des embouteillages, oui. Ah bon? Oui, bien sûr. Les certificats de l'INR du MINPAT, 150 millions de francs CFA. C'est assez énorme. Dieu sait ce qu'on peut avec une telle ardoise financière. Lorsque je l'ai dit, je veux aussi renchérir qu'également, il y a aussi le simple fait aussi que au niveau même du tourisme et de l'économie, par exemple, vous allez voir que le fait qu'il y a des suffoques, le fait qu'on assiste également à des embouteillages à nul pareil, pour une capitale, pour la vitrine, comme mon cher aîné Lazare Noumo l'a dit, ne déteint même sur l'image du Cameroun, la ville, Yaoundé. Ça ne peut non pas attirer donc certains investisseurs, certains touristes. Dieu seul sait combien qu'est le PIB du tourisme au Cameroun. Je voudrais également dire ici que ça permet également, il y a aussi des conséquences d'ordre environnemental. Vous savez bien fait que je salue, il y a un aîné, un panéliste qui a dit ici qu'il ne comprend pas, je ne sais pas si c'est Martial Obiona ou M. Lazare Noumo, il ne comprend pas le comportement du maire de la ville, qui la manière de gérer ces problématiques d'engorgement. C'était Lazare. C'était Lazare, ok, mais c'est bien.
je voulais aussi dire, je vois également, monsieur le maire de la ville de Yaoundé a eu une initiative plus ou moins, elle est louable dans l'intention, mais je pense pas qu'à la longue, elle ne va résoudre pas grand-chose, parce que vous avez l'avenue Quelle Kennedy, initiative? l'avenue Cœur de Kennedy, ville, je crois Oui. que à c'est de Kennedy, ça. il y a une ruelle là où les taxis sont interdits de circuler. Il y a une ruelle là, à Kennedy, c'est deux voies, il y a une voie là, laquelle ça... Oui, il y a une voie Oui, bloquée. j'ai eu vent, mes petites informations, mes petites descentes sur le terrain. J'ai fait des questions du même de foncier à l'époque. J'ai eu vent que c'est pour atténuer, pour lutter contre la pollution atmosphérique que le maire a donc décidé donc de prendre. Ce tronçon-là seulement? Oui, bien sûr, parce que c'est le trafic à Saint-Anne. Il y a quoi là? Les usines? Combien de Il y a- kilomètres? Bon, ça, ce sont les inscriptions venant des plus proches de la tête de M. le maire Yaoundé. Lorsque je voulais dire, je veux aussi, pour terminer, pour dire que les conséquences de ce phénomène sont assez importantes en matière environnementale parce que ça cause, il y a une dégradation de l'air au Cameroun. La dégradation de l'air, et il y a une nuisance au niveau de la santé parce que les populations peuvent suffoquer, les populations peuvent voir dans leur santé qui est dégradée parce que plus il y a des engins, plus il y a des infrastructures, plus il y a des industries. Cela va non, naturellement, cela peut nous concourir, cela peut nous permettre d'avoir un certain impact négatif, olfactif et sur la vie des citoyens. De manière générale ici, je pense que la problématique de l'engorgement de la ville de Yaoundé est assez sérieuse et M. Marcel Binala, si bien fait de le relever, je ne partagerai pas son point de vue là, je suis pas là. Il a dit que il faudrait bien que le projet de voie de contournement de la ville, en plus c'est un projet, une infrastructure routière piloté de même par le membre du gouvernement, puisse avoir un impact réel sur le bénéfice. Je me dis que comme là seulement une cassette de communisme, peut-être qu'il aurait seulement voulu voir l'impact en matière pécuniaire. Je pense quand même que le développement a plusieurs formes, a plusieurs aspects. C'est pas seulement l'aspect pécuniaire économique, il y a aussi l'aspect social. Et en cela, c'est important. Les questions d'urbanisation, les questions foncières et sont assez importantes, constituent une priorité pour le chef d'État dont le chef de gouvernement s'évertue par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain et par d'autres partenaires techniques financiers pour essayer de mettre en branle cette politique d'urbanisation. Je rappelle qu'elle date de 2018, il y a eu des assises en 2022. On nous avait fixé un taux de rentabilité interne de 12% dans les projections. C'est une assise entre le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, Postasson, et le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketchakoté. Vous avez évoqué les chiffres il y a quelques minutes, plus de 794 milliards. 795 milliards de francs CFA pour la construction, 442 milliards de francs CFA pour la viabilisation des pôles urbains. D'accord. Docteur Christian Brice-Oyono, est-ce que cette congestion qu'on vit à Yaoundé aujourd'hui ne tire pas également son origine des politiques mises sur pied par des municipalités? Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'occupation temporaire de la voie publique, l'OTVP, et qui arrive même à réduire même certaines chaussées, parce que du moment où jusqu'au trottoir, c'est occupé. Les piétons sont obligés de prendre donc la chaussée sur une moto et qui va garer au niveau de la chaussée. Je ne sais pas, ça commence à réduire, la voie publique aujourd'hui. C'est un peu difficile. Mon cher Hippolyte, le problème que vous évoquez signifie qu'il doit d'abord se poser sur la mentalité des Camerounais. Mais aller déjà directement sur la mentalité des Camerounais, c'est un saut en avant. Parce que vous allez voir que moi, il y a un aîné qui me disait ce matin que le projet de la voie de contournement de Yaoundé ne date pas de 2018. Ah bon? Qu'il date de très loin depuis le président Aïdjo. Non, il a donc été réactualisé, on va dire. Moi, j'ai eu cette information ce matin. Alors, si ce projet, entre guillemets, date depuis l'époque du feu Aïdjo, alors interrogeons justement les politiques camerounaises à date. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis ces années, ce n'était pas une priorité de l'État camerounais.
Et ça peut se comprendre que l'État camerounais n'ait pas priorisé ce projet. Tout simplement pourquoi? Parce qu'à cette époque, la démographie n'était pas encore au niveau où elle est de nos jours. Voilà, pour moi, voilà l'explication qui tient par rapport à cela. Maintenant, lorsque la démographie a évolué et que nous en sommes aux chiffres que nous avons aujourd'hui, il est de bon ton, avec l'incivisme qui règne sur les Camerounais, il est de bon ton que nos routes, malgré nos petits moyens, ne puissent pas accueillir, ne puissent pas desservir normalement aux heures de pointe, comme l'a dit M. Lazare. On a les heures de pointe, les heures où le trafic est intense, ce qui fait que à cette période-là, moi je préfère souvent à ces moments de la journée soit sortir après 8 heures, soit quand je suis en ville, rentrer après 20 heures ou 21 heures. Voilà mes heures. Honnêtement parlant, si vous me voyez peut-être me décarcasser pour rentrer à la maison aux heures comme 19 heures et autres, ça veut dire que c'est soit je suis malade, soit il y a une urgence. Peut-être que c'est quand vous avez aussi un petit rendez-vous gala. Laissez monsieur. Donc, vous voyez que le problème est assez criard. Ce qui fait que, à date, le projet en question, lorsqu'il vient en 2018, je me dis, il est simplement en train d'être dépoussiéré parce que l'urgence se fait sentir à cette époque. Maintenant, de 2018 à présent, à maintenant, je me dis, c'était les problèmes de maturation du projet. Et que le financement, oui, le financement et consort, ça fait partie de la maturation. Et si la maturation a déjà donc été faite, il est de bon ton que l'on commence à mettre en œuvre ce projet. Parce que Yaoundé suffoque justement pourquoi à partir du point focal. Le point focal de Yaoundé, c'est où? C'est la poste centrale. Lorsque cet endroit, lorsque ce grand carrefour est bouché, tout Yaoundé est paralysé. Et cette paralysie se fait sentir au niveau économique. Au niveau économique où, les transporteurs urbains, les taximans, les transporteurs urbains ont de la peine à circuler. Les transporteurs urbains ont de la peine à acheminer les clients, les citoyens au lieu des rendez-vous. Et à ce niveau, c'est l'économie qui est paralysée. Aussi, je voudrais renchérir à l'endroit de mon estimé voisin en extrême, qui voit simplement le pan économique. Le pan économique et qui va encore plus en décriant l'effectivité du projet par rapport à la rentabilité de l'État. Je veux bien comprendre, oui, l'État est une personne morale aussi qui doit faire des bénéfices, ça c'est vrai. Mais je pense que si l'État s'active au jour d'aujourd'hui à réaliser ce projet, c'est parce qu'il sent que le besoin se fait sentir. Et si le besoin se fait sentir, ça veut dire que c'est parce que son impact économique a un problème. Et c'est pas pour dire qu'ils n'ont pas, l'État n'a pas vu son intérêt économique. Non, aucunement, au contraire. Au contraire, l'État a bel et bien vu son impact économique être ralenti, être désamorcé même, désamorcé par ces embouteillages. Si on vous dit, par exemple, que ce projet devra permettre à ce que les poids lourds, les voitures poids lourds puissent circuler de façon libre, de façon bien ordonnée.
c'est tout à fait à l'avantage de l'État. Lorsque on sait que ces gros engins passent par un pesage et que le nombre de pesages va peut-être augmenter sur la scène de Yaoundé, vous voyez un peu quel est le flux économique ou bien financier que l'État engorgera. Donc je pense que c'est tout à l'actif de l'État de pouvoir commencer la réalisation de ce projet. Bon, mais là, je crois que ça concerne plus l'adaptabilité, justement, des usagers, comme je l'avais relevé que l'État peut très bien mettre ce projet-là en œuvre, mais il va falloir que ceux qui sont appelés à utiliser ces infrastructures-là se mettent également dans le à niveau. Oui, justement. Christian Etoundi, est-ce que le problème n'est pas également celui de l'expansion démographique? Parce qu'on a dit on ne peut pas mener une politique publique si on n'a pas des données démographiques. Aujourd'hui, Yaoundé avec le nombre d'habitants, et quand vous voyez le nombre d'habitants, vous pouvez évaluer à peu près le nombre de véhicules. Est-ce qu'il y a adéquation entre ce nombre d'habitants aujourd'hui et les routes que nous avons? Je rappelle qu'on se dit que d'ici 10 ans, on sera peut-être comme en Chine et Yaoundé, où même des millionnaires, des multimillionnaires iront au travail en vélo ou à pied parce que vous ne pouvez pas circuler. C'est quand même compliqué. Hein. Vous savez, il y a le fait de la configuration de la ville de Yaoundé. C'est-à-dire vous partez du point zéro, beaucoup de gens le savent pas. La première borne de Yaoundé ici au niveau du rond-point du Premier ministère. Ouais, le grand rond-point là. C'est le point zéro du Cameroun. C'est-à-dire si on dit Yaoundé Douala, c'est qu'on prend à partir de là. Alors, c'est une ville coloniale, moi j'ai l'impression. C'est-à-dire, il y a cette dimension concentrique. C'est le cœur de la ville, la pose centrale. C'est un peu là où le point d'achèvement de chacun. Quand tu prends un taxi, tu prends d'abord la poste avant d'aller ailleurs et tout ça. Vous voyez. Les villes modernes aujourd'hui, ce n'est pas la même configuration. Vous pouvez avoir une tripolarisation. Il y a des gens qui vivent à Douala et qui ne sont jamais arrivés à Bonanjo. Ouais. S'il vit à Lokbessou, il sait qu'il s'arrête à Ndoko, Tiwi, il s'arrête à Bonamou, Sadiou, machin, il fait ses courses, il rentre. Il ne connaît même pas Bonanjo. Mais les habitants de Yaoundé, c'est-à-dire le point névralgique, c'est la poste centrale. Là, on fait tout, c'est-à-dire quand quelqu'un va acheter des choses, il va à la poste. Il descend d'abord la poste centrale. Il descend d'abord la poste terminus central. Terminus, oui, vous voyez un peu. Donc c'est déjà un facteur limitant, je vais dire les choses comme ça. Le deuxième repère ici, qui est saisissant aussi, c'est que c'est la nécessité qui fait l'invention. Vous avez évoqué la ville de Yaoundé qui évolue, la densité par habitant, Martial l'a dit tout à l'heure, je vais aller dans son sens, c'est pratiquement 7 à 8 millions d'habitants aujourd'hui, sensiblement. Ah bon? Yaoundé? C'est beaucoup de gens à Yaoundé aujourd'hui. Oui, avec des déplacés internes? Oui, il y a beaucoup de gens à Yaoundé aujourd'hui. Il n'y a pas que des déplacés internes. Non, les habitants... Ceux qui sont place. Là. Parce que Yaoundé également, c'est une logique de conurbation. Vous savez, une Colbison, c'est dit à Yaoundé. Hein. C'est-à-dire, quand vous allez, Kouaban et tout ça, c'est la grande zone yaoundéenne. C'est un peu comme ceux qui vivent de l'autre côté, qui vous disent, je suis à Paris.
Retour donc sur ce plateau après cette interruption brusque de l'énergie électrique, mais tout semble revenir dans l'ordre. Voilà. Vous étiez en train de poursuivre? Oui, j'évoquais cette nécessité qui fait l'invention Hippolyte Nama pour dire qu'il y a toute une ingénierie de l'urbanisation, de l'urbanisme. C'est-à-dire, vous checkez l'existant, vous essayez de voir ce qu'il y a lieu de faire. Aucune ville ne ressemble à une autre. C'est-à-dire, si vous allez à Chicago, le développement urbain est auto-centré. Si vous allez à Lagos, c'est auto-centré, ainsi de suite. Vous étudiez à peu près les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Vous voyez une ville motorisée comme Yaoundé aujourd'hui, il n'y a pas de voie cyclable. C'est-à-dire, je comprendrais que dans d'autres villes en Occident, on ne comprendrait pas qu'il y ait des bêtes chickines, des gens qui roulent en moto. Mais une ville comme Yaoundé, une ville comme Cotonou, une ville comme Abidjan et autres, il y a cette perception du développement urbain que nous devons avoir, vous voyez. Il y a Haussmann, quelqu'un a parlé, je ne sais pas tout à l'heure, Haussmann qui était un peu le modèle de Timé-Vouna, qui est celui-là qui a cassé Paris, parce que c'était une ville qui n'était pas construite, c'était une ville qui n'était pas planifiée, pensée. Et à un moment, il a fallu que Haussmann casse la ville de Paris. Ça a donné Paris rive gauche, Paris rive droite, mais ça a donné des quartiers tracés, de beaux quartiers que nous avons encore aujourd'hui. Le délégué Timé-Vouna a voulu amener cette logique, mais vous savez, il y a également un impératif économique, il y a des problèmes qui relèvent de la dimension sociopolitique, et à un moment, il a fallu arrêter. Donc, Yaoundé, créer des voies de contournement suppose casser certains lieux. Les 600 ménages. Voilà, c'est de nombreux ménages qu'il faut casser. Suppose mettre les gens en difficulté. Il y a des gens qui avaient leur petit lopin de terrain qui vont peut-être aller ailleurs. Suppose des recasements également, vous voyez un peu. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et nous sommes rendus dans une logique où Yaoundé, en termes de densité par habitant, je l'évoquais tout à l'heure avant la petite interruption, c'est sensiblement 7 millions d'habitants. Comment est-ce qu'on fait pour organiser 7 millions d'habitants? Vous voyez, c'est-à-dire il y a ce maillage-là qu'il faut avoir en termes de plan de distribution de la ville, créer même des pôles économiques, n'est pas simplement avoir la pôle centrale, n'est pas simplement avoir des petits carrefours comme ça, c'est dire que Yaoundé, c'est une ville en pleine reconstruction et en pleine restructuration même. Je voudrais sortir par une déclinaison que l'on peut également avoir. Je l'ai vu à l'époque du délégué Timé-Vouna. Vous voyez tout le long quand Yaoundé avec les inondations. Parce que c'est une grande vallée, vous voyez la pôle centrale et autres, c'est beaucoup d'inondations. Il a fallu créer des petites voies de contournement. Et je vous assure, vous qui connaissez un peu ce côté de la ville également, quand vous arrivez au niveau de ce qu'on appelait la vallée de la mort, vous avez le choix entre aller tout droit par Lezoa, Prestige Hôtel, ou prendre la voie pour aller ressortir en Vormbi, longer les brasseries pour ressortir en van et tout ça, sans plus prendre la voie de Vormbi, vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça, une voie de contournement. Maintenant, on peut déplorer que ces voies ne soient pas suffisamment utilisées. On peut aussi déplorer que les gens n'aient pas toujours la meilleure perception qu'on peut avoir de ces voies de contournement. Parce que parfois, c'est des zones désertiques, c'est parfois la question de l'insécurité, la question je vais dire des lampadaires et autres qu'il faut avoir à ce niveau. C'est des petites choses qu'il faut adresser pour que Yaoundé soit davantage exploité et exploitable. Mais au-delà des voies de contournement internes auxquelles vous faites allusion, il y a cette voie unique qui a été pensée. Certains disent sur ce plateau que le projet date du président Idjo pour parler de la grande boucle de 794 milliards, 795 milliards de francs CFA qui fait le tour de la ville. Lazare Nomo, est-ce que le problème également, est-ce pas celui du nombre de véhicules, le parc automobile que nous avons actuellement n'est pas celui d'il y a 30 ans, d'il y a 40 ans aujourd'hui, mais les routes sont restées les mêmes. Au contraire même, certaines ont été envahies par des constructions, peut-être celles qui existaient, annulées, et puis envahies par des constructions. Je rappelle qu'en 2010, par exemple, nous avons une institution internationale qui a dressé ces statistiques. Au Cameroun, en 2010, le Cameroun avait
le Cameroun avait, le Cameroun avait 10 659, je pense, c'est ça, 10 059 taxis. Les taxis, 10 000, je pense, c'est ça. Hein. Non, 100. On parlait de 106 000. Voilà, 106 593 taxis. Ça, c'est 2010. Pour ce qui est des bus, on dénombrait 41 578 bus. Les minibus, 43 000, c'était quoi 4366. Des camionnettes qu'on appelle généralement des canters qui font des déménagements et autres là. On a compté 80 771. Des gros camions, on avait 13 098. Des semi-remorques, les longs camions qui portent de ciment et autres là, voilà, on avait 7 448. Bref, au total, ils ont dénombré en 2018 218 000, c'est 2 183 000, voilà, véhicules. Alors, les dernières statistiques que nous avons vues font état de 5 000 véhicules pour une ville comme Douala, 5 000 taxis pour une ville comme Douala et près de 200 000 taxis pour Yaoundé. Vous savez que Douala, c'est beaucoup plus des motos. Donc, 200 000 taxis à peu près pour Yaoundé. Est-ce que le phénomène ne tire pas sa source également de ce parc automobile qui a grandi, mais les routes restent les mêmes? Alors, monsieur Hippo, disons que c'est des effets, c'est des effets de la démographie. Parce que pour avoir justement des véhicules, c'est la population, c'est des êtres humains qui achètent ces véhicules. Et là, ça évoque la problématique du recensement général de la population, n'est-ce pas, qui est en manque au Cameroun, parce que la dernière en date, je crois, c'était en 2005. Oui, 2005. Et on ne peut donc pas on ne peut pas ficeler une politique. Les politiques publiques ne s'adossent que par le nombre d'habitants. Et pour avoir ce nombre, on nous donne souvent le chiffre, nous étions en 2020, en 2005, on parlait de 25 000 jusqu'à 25 millions. Ce n'est plus le nombre là aujourd'hui. Donc, je pense que cela, c'est des effets de la démographie. Et pour que justement, qu'il y ait cette voie, parce que vous parlez d'une voie de contournement, pour qu'il y ait cette voie de contournement, si le docteur l'a dit tout à l'heure, le projet avait été pensé peut-être à l'époque de l'ex-président du Cameroun, et que ce projet en vient à être dépoussiéré aujourd'hui, c'est parce que justement il y a urgence. Et l'urgence, c'est quoi? C'est que la population ne fait que s'accroître au fil du temps. On a difficilement on donnera des données de manière un peu plus claire, mais je pense que l'État, n'est-ce pas, doit tout faire pour qu'il y ait un recensement général de la population, même s'il y a un problème également à ce niveau du recensement général de la population. Le problème, c'est également nous avons des zones où il y a l'insécurité, parce que souvenez-vous, si en 2026, parce que j'ai vu, je crois que c'était un décret du chef de l'État, quelque chose comme ça, on parlait de le recensement qui va commencer en 2026. Donc, est-ce que 2026, les Nations Unies, je crois que les Nations Unies, n'est-ce pas, ils ont prévu que les pays doivent être recensés, la population doit être recensée, je crois que c'est après 10 ans, quelque chose comme ça. Mais chez nous, ici, le tout dernier recensement émane de 2005. Comment donc on va donc ficeler les politiques? On va toujours rester dans ces problématiques-là d'une ville, n'est-ce pas, qui est tellement assaillie. Et il y a également le problème de l'exode rural. Vous savez, aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut venir en ville. Et Yaoundé est une ville attractive, c'est la vitrine, comme on l'a dit ici. Et c'est tout le monde qui veut venir. Alors, comment faire donc pour que tout le monde qui voudrait justement venir à Yaoundé, n'est-ce pas, soit à l'aise? C'est quasiment impossible. C'est impossible. D'où justement, n'est-ce pas, l'importance de l'implémentation véritable de la décentralisation. Parce que si dans mon Obala natal, j'ai tout ce qu'il y a ici en ville, n'est-ce pas, qu'est-ce qui va? Il a dit,
quelqu'un il a pris l'exemple de Douala où quelqu'un peut habiter un quartier et faire des jours sans arriver dans l'autre quartier. Si moi j'ai tout dans mon Obala natal, qu'est-ce que je viendrais faire en ville? C'est-à-dire qu'il y a tous les services administratifs de ce côté-là, il y a tous les marchés, tous les supermarchés, tout ce que j'en ai besoin de ce côté-là en termes de développement. Qu'est-ce que je viendrais faire à Yaoundé? Ça, c'est l'autre côté également, c'est l'incivisme des populations hippo qui rend également la ville de Yaoundé ainsi. Je vous prends le cas de Vokatang Nambala. Lorsque vous allez, par exemple, en vente le matin, vous allez voir les commerçantes qui exposent, n'est-ce pas, leurs marchandises au niveau de la route. C'est-à-dire que ça devient comme un challenge entre les taximans et ces dames-là qui exposent leurs marchandises. Et là, on se pose des questions. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir dans une ville comme Yaoundé avec l'incivisme, avec justement les populations qui viennent toujours pour venir chercher du pain quotidien à Yaoundé? Je pense qu'il y a l'urgence justement que ce projet soit implémenté. Mais maintenant, j'insiste sur le recensement général de la population et de l'habitat. On ne peut pas implémenter un projet de société sans connaître le nombre d'habitants. Le Cameroun en a véritablement besoin. On a véritablement besoin de ce recensement. Et moi, j'ai suivi, je m'attendais à ce que les projets qui ont été votés à l'Assemblée nationale, je n'ai pas vu quelque chose de ce genre évoqué. Peut-être le MINIPAD je crois que c'est le MINIPAD qui est la tutelle du Bureau central de recensement et des études de la population. Mais je n'ai véritablement pas vu une évocation du recensement dans ce sens-là. Une annonce n'a pas été faite dans ce sens-là. Mais je pense que, comme le chef de l'État l'avait dit, qu'il va falloir faire le recensement. Parce qu'il y a un décret, je crois qu'il y a un décret où il disait, ou un discours, il disait qu'il va falloir faire le recensement en 2027. Et je pense que la période là, le BUCREP se mobilisait déjà pour comprendre comment est-ce que ça va fonctionner. Ils ont dit qu'ils n'ont pas d'argent. Docteur Christian Brissoyono, nous savons qu'il y a quelques années à Douala, les autorités, je pense le gouverneur, avait interdit la circulation des gros porteurs à une certaine heure, c'était entre 4h59, voilà, et 21h. Ça, c'était pour les gros porteurs. Entre 4h59, c'était quoi 4h59, 21h, l'interdiction de circulation pour ce qui est gros porteurs. Et maintenant, bien après, ils pouvaient circuler. La mesure également, oui, devrait être appliquée à Yaoundé. Le préfet à l'époque, Jean-Claude Tila, avait pris également cette mesure. L'ancien ministre des Transports, Robin Kili, avait pris également cette mesure. Mais sauf que la mayonnaise n'a pas pris jusqu'ici. Mais quand on sait que pour ce phénomène d'embouteillage que nous avons des bouchons dans nos villes, il y a ces gros porteurs également. Il y a chaque fois des camions, parfois qui tombent en panne, et puis qui créent des embouteillages. Aujourd'hui, voilà. Est-ce que si l'État du Cameroun essaye de revoir cette politique en se disant, on peut créer des voies uniquement pour des gros porteurs et créer et laisser des voies pour des voitures, petites voitures de tourisme et des taxis, ça pourra résoudre le phénomène? Monsieur Hippolyte, ça peut résoudre le problème, mais difficilement. Parce que, voyez-vous, il faut déjà d'abord identifier les axes, les axes sur lesquels, ou bien les régions à partir desquelles ces gros porteurs transportent les marchandises. Il faut déjà identifier ça. Et il faut déjà mobiliser, il faut déjà voir quelles sont leurs trajectoires, quelles sont leurs directions. À partir de là, on peut donc déjà penser ce genre de voie spécifique. Et Monsieur Hippolyte, vous évoquez encore un problème de financement. Ça coûtera excessivement cher. Et lorsque ça coûtera excessivement cher, maturer ce genre de projet mettra très long. Résultat des courses, ça va piétiner. C'est la raison pour laquelle je dis
Ce n'est pas impossible, mais ça sera difficile. Lorsque je l'ai Mais dit... c'est déjà une solution. Oui, c'est une Faut commencer. solution. C'est une solution. On ne refuse pas. Il faut envisager des solutions. Mais c'est encore une solution idéale. Oui, c'est encore une solution idéale qui sera difficilement mise en œuvre. Imaginez-vous, le bois du Cameroun sort d'où généralement? Du Grand Sud. Imaginez-vous donc que le bois qui sort des Bolova. Oui, vous allez me dire qu'il y a la voie qui va quitter des Bolova pour Kribi. Oui. Passant par Acom 2. Vous allez me le dire, oui, je suis d'accord avec vous. Mais ça coûterait quoi en termes de voies spécifiques? Puisque cette route doit être faite pour les voitures normales. Mais en termes de voies spécifiques, lorsqu'on connaît que le Cameroun a les tensions de trésorerie, ça coûterait quoi? L'autre... Non, des voies spécifiques, pas dans l'arrière-pays, hein, pas peut-être en région. On parle des zones qui connaissent ces problèmes d'embouteillage. Aujourd'hui, Yaoundé, Douala, par exemple. Mais, si vous avez des voies spécifiques, des voies de camions, des voies de petites voitures. Monsieur Hippolyte, ces camions transportent quoi? Du bois. Le bois sort d'où? C'est là la question. Prenez donc un camion de bois qui sort de l'Est, qui doit aller à Kribi ou bien qui doit aller à Douala. Il passe par où? À partir de l'Est, c'est des voies communes. Ta petite voiture, gros camion. Mais à l'intérieur de la capitale, des voies spécifiques. Oui, ce sont des voies spécifiques. Mais dites-vous bien que lorsque la voie spécifique est créée à Yaoundé, ou bien c'est une solution certes, mais je vous dis encore en termes de coût. En termes de coût, ça sera énorme et ça mettra long. Le temps mis pour la réalisation de cela. Qu'est-ce qu'on en fait pour le moment? Alors, le problème de ces embouteillages à Yaoundé, c'est un problème spécifiquement économique. C'est un problème économique. Tel a dit, de telle heure à telle heure vous circulez, de telle heure à telle heure vous ne circulez pas. L'impact économique qui fait en sorte que ces gars roulent aux heures indues, transportés sur le plan du droit économique, transporter peut-être une marchandise d'un point A à un point B et que vous ne le fassiez pas à l'heure, est-ce que vous savez l'impact qui peut survenir dans le contrat entre les partenaires? Il faut déjà regarder ça. Et aussi, c'est un problème justement de concertation. Il faut pouvoir arrimer tout le monde à ce genre de projet. Il faut pouvoir donner une certaine priorité à certaines politiques afin que l'engorgement que l'on vit à Yaoundé ou à Douala ne soit plus. Docteur Grégoire Manga, docteur Christian Leno n'est pas du tout d'accord. Il n'est pas très d'accord avec la construction de nouvelles voies dédiées à la circulation des gros porteurs et d'autres voies. Non, monsieur Hippolyte, je dis, c'est pas impossible, mais ça sera difficile. Sur le plan financier et sur le plan temporel. D'accord. Votre réaction? Bon, monsieur Hippolyte Nama, je voudrais dire ici que, vous savez, l'impact, aussi bien ces gros porteurs contribuent de manière directe ou indirecte à l'amélioration de l'assiette fiscale au Cameroun. Il faut aussi relever, en revanche, que... Mais on n'a pas dit qu'il ne travaille plus. Il travaille, mais il y a des heures. Même le chauffeur a besoin de se reposer. Si vous vous allez voir où je vais ajouter. Il n'y a pas un seul chauffeur pour ces camions. Lorsque je l'ai dit, je voudrais aussi également dire en revanche que les mouvements opérés par ces gros porteurs naturellement concourent à une certaine dégradation de nos axes. Là, il faut le dire. Parce que c'est gros porteurs qui portent des grumes, portent des engins de toutes sortes. Je ne voudrais pas, contrairement à mon très estimé collègue Dr Yono, Christian, je pense également que serait
au lieu de créer des voies spécifiques, spéciales pour ces engins, je m'inscrirais plutôt dans l'idée selon laquelle il faudrait... le problème pour moi n'est même pas, ne se résume pas uniquement à ces gros engins, non. C'est un problème systémique. Je pense que en dehors des gros engins, l'engorgement n'est pas seulement l'affaire des gros engins. On a vu les autorités administratives, vous l'avez si bien fait de le relever ici, aussi bien des deux départements centraux du Cameroun. Je vais dire ici le Vouri, l'Umfundi, prendre des arrêtés gouvernemental ou préfectoral visant à ce qu'on puisse réduire les mouvements de ces, en limitant les heures de mouvement de ces grands engins. Je pense sincèrement qu'il faudrait, pour résorber définitivement cette situation problématique d'engorgement de la ville de Yaoundé et même de Douala aussi, il faudrait voir dans quelle mesure on peut, parce qu'on ne peut pas casser les omelettes sans casser les œufs, sans faire les œufs. Quelqu'un l'a dit ici dans ce plateau. Il faudrait essayer de voir comment l'État camerounais, il est vrai que la provision que je propose en ce moment va nécessiter assez d'efforts financiers de l'État camerounais. Il faut faire recours aux partenaires, aux bailleurs de fonds. Oui, naturellement, les bailleurs de fonds, oui, les partenaires techniques financiers. Et aussi, il faut pour avoir certaine audace, certain courage politique, voire même, il faut, on va le dire trivialement, comme on dit au quartier, il faut casser. Il faut casser parce que lors de ma première prise de parole, je l'ai relevé ici que l'impact de ce phénomène, il faut le dire, phénomène grandissant, phénomène social d'engorgement de la ville de Yaoundé, cause un énorme impact négatif pour l'économie, comme c'est 150 milliards de francs CFA. Je pense qu'il faudrait voir dans quelle mesure, à défaut de créer notre ville, comme le Sénégal a fait à Diamniadio au Sénégal, à défaut de créer notre ville par là, c'est Yaoundé, je pense qu'il faudrait voir dans quelle mesure l'État camerounais puisse procéder à la exproprier les citoyens camerounais, c'est-à-dire on dépossède leurs biens, plus tard on va les indemniser. Dans le sens, parce que tout cela, toutes les mesures, tous ces instruments pris par le gouvernement visent un seul objectif, c'est il faut assurer l'intérêt général. Et l'intérêt général ici, c'est une notion assez large, mais c'est la promotion du bien-être et c'est aussi les questions de rénovation. Je pense, pour terminer, M. Poulinama, que l'engorgement de la ville de Yaoundé peut avoir plusieurs solutions. C'est-à-dire, pour résoudre ce problème-là, il faut une pléiade de solutions. L'une des pistes de solutions que je pose, c'est naturellement, il faut secouer les populations, il faut les indemniser. Et il faut aussi davantage créer les infrastructures de transport commun. Parce que c'est ça qu'il faut aussi défaut ici. Dans la ville de Yaoundé, vous allez voir, Yaoundé, c'est 7 arrondissements. Et vous allez voir le parc automobile, vous avez bien vu le relever, est assez, les populations, il y a 7-8 millions d'habitants, le parc automobile est assez parfois insignifiant. Je pense qu'il faudrait davantage démocratiser l'accès aux infrastructures, transport de routier, transport de commun. Et tout ceci, si tout le gouvernement applique, si toutes les autorités publiques prennent sérieusement en compte de ces pistes de solutions, je me dis, ça c'est ma modeste idée, que nous allons arriver, Yaoundé sera davantage reluisante. Martial Obiona, si d'aucuns parlent des problèmes financiers, il n'y a pas d'argent pour créer de nouvelles voies. Docteur Christian Brice-Oyono parlait des voies pour des camions, ça va mettre du temps, il faut également de l'argent. Mais si on a déjà mis sur pied un projet comme celui de la boucle de la capitale à hauteur de plus de 1200 milliards, on a de 794 et 442 pour le deuxième volet après la viabilisation aujourd'hui. Mais ça veut dire que c'est possible. C'est possible. Il faudrait même peut-être mettre un accent particulier. Il faut mettre un accent dessus. Oui, effectivement, il faut mettre un accent dessus. Aujourd'hui, je crois que l'orientation qu'il faut donner à ce projet aujourd'hui, ce serait d'intégrer les collectivités territoriales décentralisées. On a ici évoqué les communes qui seront impactées par ce projet-là. On parle de la commune de Yaoundé 1er, Yaoundé 3, 4, 7 et 8 autres communes
métropolitaine à la ville de Yaoundé. Il faut engager les exécutifs locaux pour pouvoir intégrer ce projet-là. Parce que je me dis, les financements qui viennent peut-être de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, que ce soit de la BAD, que ce soit de l'Union européenne, de la BEI, ne peuvent pas couvrir la totalité du projet. Or, en impliquant des collectivités territoriales décentralisées, celles-ci peuvent au mieux présenter des projets qui vont transformer leur commune en de véritables pôles économiques et sociaux. Parce que c'est très important. Voyez-vous par exemple une route qui passe par Okola. En intégrant la mairie d'Okola, la commune d'Okola dans ce projet, la commune d'Okola peut également profiter de ce projet-là et proposer également un projet d'impact socio-économique pour dire, bon, ok, désormais les gros porteurs vont passer par ici. Oui. Pour que la ville d'Okola vive. Voilà le projet que nous avons. Il faudrait déjà fabriquer une latte avec avec des clous. Voilà, c'est pour cette raison qu'on parle donc du développement de pôles urbains et périurbains, des 442 milliards dont on parle. C'est également pour créer des activités génératrices non seulement d'emplois, mais d'argent également. Il m'a été de constater, d'observer un fait. Vous voyez, quand vous prenez l'autoroute qui va d'un Colbison, oui, pour rejoindre, on ressort à Boumniébel, oui, il y a des zones qui sont quasiment désertes. Aucune activité existante. Ça veut dire, si vous passez par là au milieu de la nuit et que vous tombez en panne, je vous assure, vous aurez le choix entre vous faire remorquer par quelqu'un qui pourrait passer par là, ou vous faire aider par un chimpanzé de la place. À défaut d'un chimpanzé, quelqu'un qui passe par là, un petit brigand qui passe par là. Donc il y a aussi dans la mise en œuvre des projets, le volet est à la sécurité des biens et des personnes. C'est très important. C'est pour ça que je convoque donc le rôle des collectivités territoriales décentralisées à apporter des projets qui viabilisent leur zone. Parce que quand ce projet va traverser leur zone, il faut mettre des projets devant qui permettent, si, voyez-vous, si partant d'un Colbison pour Boumniébel, la commune peut-être de Boumniébel et toutes les communes qui sont traversées par le tronçon, avaient peut-être imaginé des projets comme celui, je vais dire n'importe quoi, ou des ventes, comme on en voit souvent au niveau des péages. Ça génère de l'argent et ça permet à ces collectivités de prélever également un impôt à titre d'occupation temporaire d'OTVP. Donc, le plus grand challenge aujourd'hui n'est pas seulement le challenge financier. Je reviens encore sur ce que j'ai dit en début d'émission. Il y a également le challenge de l'adhésion non seulement des usagers, mais également des populations. Il est prévu le lancement du projet de boucle de Yaoundé d'après le plan du projet. Il est prévu que les travaux démarrent courant 2026. Les travaux devraient s'achever à fin 2030. Le projet de la boucle. Le projet de la boucle, bien sûr. 2026-2030. Donc ça prendra de manière telle que le projet est présenté 4 années. Maintenant, la place c'est pour le moment, on fait place à la mobilisation des ressources. Or, dans la mobilisation de ressources, on ne doit plus seulement voir les partenaires techniques et financiers que je viens de citer. Il faut donner un rôle fondamental aux collectivités, aux CTD. C'est ça même le cœur de la décentralisation. Amener les élus locaux à participer au développement de leur localité. Parce que le même phénomène, je l'ai observé dans le cas des visites de terrain avec le fonds routier. L'année dernière, où j'avais constaté que le transfert de fonds qui est mené par le fonds routier à l'endroit des CTD, il se fait sur la base des projets qui ont un impact socio-économique. Il a fallu que je fasse ces visites-là pour comprendre pourquoi est-ce qu'on donne de l'argent à telle commune et pourquoi on n'en donne pas à telle autre. C'est sur la base des projets qui sont présentés. Vous dites, bon, ok, on veut construire, on voudrait que la route communale qui va peut-être, je ne sais pas d'où, d'un point A à un point B,
soit peut-être construite ou qu'elle soit réhabilitée, on va vous dire, bon, ok, nous sommes d'accord, on peut financer le projet, mais à votre niveau, qu'est-ce que ça va vous rapporter? Est-ce que, en vous rapportant à vous quelque chose, ça rapporte également quelque chose à l'économie nationale tout entière? Donc, il y a ces questions-là qui doivent être abordées. C'est pour ça que je maintiens et j'insiste pour dire, les CTD doivent davantage jouer un rôle déterminant dans la mise en œuvre des projets au Cameroun. On ne voudrait plus que les projets d'infrastructure soient juste quelque chose qui traverse une commune, mais il faudrait que ce soit des infrastructures qui traversent des communes, mais où ces communes ont également un très grand rôle à jouer pour développer les localités qui sont les leurs. Lazare Nomon, est-ce que au-delà, en dehors de la boucle qui est en vue, est-ce qu'on ne peut pas résoudre également ce phénomène à partir des pénétrantes que nous avons, que ce soit la pénétrante ouest, la pénétrante nord, la pénétrante sud? Quelqu'un a évoqué sur ce plateau les travaux qui sont en cours pour ce qui est la pénétrante. Je ne sais pas si la pénétrante ouest, venant de Bafia, oui, pour entrer au niveau de la gare routière d'Olembe. On essaie encore de revoir un peu l'élargissement de la chaussée. Est-ce que ça ne peut pas se résoudre également là-bas? Parce que pour entrer à Yaoundé, par exemple, venant de Kouaban, c'est compliqué. Vous venez de l'Est pour entrer en Kouaban, c'est compliqué. Vous venez d'un Fou, pour entrer à Ouai, c'est compliqué. Vous venez de Mankomo pour entrer à la barrière, c'est compliqué. Est-ce qu'on ne peut pas également résoudre ce phénomène à partir justement des pénétrantes d'abord? Alors, disons que tout ce qu'on évoque depuis sur ce plateau, c'est justement pour essayer d'analyser les difficultés, n'est-ce pas, que les populations de Yaoundé rencontrent en ce qui concerne vous avez appelé ça votre thématique, les voies de contournement. Les voies de contournement. Et vous faites bien d'évoquer les différentes pénétrantes de cette ville-là, et que s'il n'y a pas une possibilité également d'envisager quelque chose dans ce sens-là pour essayer de continuer. Mais je dirais oui, il y a des possibilités pour qu'on essaie, pour que les Camerounais, les Yaoundéens et Yaoundéennes se sentent à l'aise en ce qui concerne le passage. Et donc, on peut donc trouver, l'État a ces moyens-là, a ces possibilités de trouver. Mais vous savez, nous sommes ici peut-être pour proposer quelque chose, mais l'État a ces outils-là pour étudier, n'est-ce pas, ce qui est bien pour des populations. Et si vous évoquez ce cas, ça veut dire que l'État connaît que à partir pour entrer, en venant d'Obala, pour entrer dans la ville, à partir, vous savez ce qui se passe à partir de Nkozwa, par exemple, à certains heures, les week-ends, c'est pire. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour contourner, pour éviter cela? Et il y a des voies de contournement, de manière naturelle, qui existent. Si on prend un peu le cas, quand on va entrer dans la ville de Yaoundé et lorsqu'on sort de Bafia, par exemple, vous voyez un peu, on peut, à partir de Nkomutu, vous savez bien que il y a une voie, on peut contourner pour venir, voilà, et se retrouver directement à Messassi, sans justement... Cette voie en travaux, voilà, il y a des travaux qui sont... Sans passer par là. Donc je crois qu'il y a donc des possibilités, n'est-ce pas, des personnalités, même il faut le dire, qui ont justement ces enjeux-là, et qui savent que à une certaine heure, voilà ce que j'attends. Donc, Lazare, il faut même indiquer, Lazare, que certains de ces gros porteurs sont même escortés par nos forces de maintien de l'ordre. Hein. Oui. C'est-à-dire que on stoppe. Quelqu'un te dit, vous savez qui, n'est-ce pas, j'appelle. C'est-à-dire qu'on demande le dossier, quelqu'un te dit, je vais appeler. Mais ça doit tout vous dire. Ça veut dire qu'on a d'autres. C'est-à-dire que quelqu'un parle. Il y a un problème. Le problème est ailleurs. Donc, est-ce que Yaoundé va véritablement, moi je pense que, et je reviens dessus comme Martial a évoqué, le cas des CTD, véritablement qu'on donne le pouvoir de manière véritable au CTD afin que les Camerounais vivent. Pour moi, la seule solution pour que des choses comme ça, n'est-ce pas, soient un peu... C'est-à-dire que les CTD peuvent intervenir ici en termes de palliatifs. S'il y a de l'argent. Pardon? S'il y a des moyens financiers. Pourquoi les CTD, la dernière... Ils doivent aller chercher des partenaires. Oui, les CTD doivent aller chercher les partenaires.
Ils doivent aller chercher les partenaires, On ne peut pas, l'État central ne peut pas. Et on a vu depuis que ça a commencé l'implémentation de la décentralisation, les difficultés que les communes ont. N'est-ce pas? Il y a d'autres même qui ne payent plus leur personnel et autres. Quelque part au Cameroun, ils sont à 3 ans sans salaire. Voilà, mais tout ça, pourquoi? Parce qu'on attend tout de l'État central. Or, il se trouve que à ce niveau-là, l'État n'a pas, ou l'État c'est des lenteurs. Oh, les CTD ont des ressources qui sont même... C'est-à-dire que si une commune, par exemple, se met à exploiter ses propres ressources, à chercher ses partenaires, je ne pense pas que ce que l'État, n'est-ce pas, donc là, elle va rester là en comptant sur l'État. Donc, tous ces problèmes des villes, des embouteillages, de l'environnement et autres là, on doit être focalisé sur les CTD. Pour moi, c'est l'unique voie de sortie pour que des problèmes comme ça n'existent plus. Christian Etoundi, on va sortir de cette émission. Peut-être vous avez des propositions. Disons en termes de propositions, on a amorcé. Parce que cette émission a également un positionnement prescriptif, même palliatif, parce que c'est un problème. La question de la voie de contournement, la question des routes est une question sensible. C'est une question sensible. Vous savez, la vraie paix sociale aussi. Quand vous avez passé une heure dans les embouteillages et que le stress, peut-être qu'il y avait un rendez-vous, peut-être un rendez-vous d'affaires que vous avez raté, peut-être que les enfants sont arrivés en retard à l'école, après on va les mettre à genoux, on va les sanctionner, ou bien vous-même vous arrivez à chaque fois en retard au boulot. Vous savez, par exemple, le téléspectateur est ponctuel, vous êtes journaliste ou l'auditeur est ponctuel, l'émission commence à 10h, vous vous amenez à 10h05, 10h, 10 minutes, il y aura un problème, vous voyez. Donc, il y a la question de la paix qui est corrélée à la question des routes. C'est-à-dire qu'il faudrait que les Camerounais soient épanouis, les Yaoundéens soient épanouis, parce qu'il y a une facilité de circulation, qu'on puisse partir d'un point à un autre sans avoir des problèmes. Maintenant, je veux dire que le fait n'est pas simplement Camerounais, Yaoundé. Dans toutes les villes du monde, il y a des embouteillages. C'est-à-dire même à New York, là, il y a les plus belles routes. Même à Paris, il y a des embouteillages. Un peu plus qu'à Yaoundé aussi, hein, vous voyez un peu. Donc, il y a même, de façon stratégique et de façon un peu globale, la réflexion qu'il faut engager aujourd'hui sur la circulation dans les grandes villes. Vous l'avez évoqué tout à l'heure en disant que peut-être que dans quelques années, nous allons tous rouler sur des vélos. Vous savez, les pays d'Europe, de l'Est, des pays du froid, là, beaucoup ont des petits vélos. Je me souviens, c'est même anecdotique d'un premier ministre qui allait au bureau à vélo. Allait au bureau à vélo et tout. Et ça règle doublement la question de la pollution, mais aussi la question des embouteillages. Donc, il y a tout ça qui doit entrer dans le grand package. Mais je crois que il y a le fait, par exemple, la création, parce qu'il y a beaucoup de motos aujourd'hui, la création des voies cyclables. C'est-à-dire, à côté des routes où les véhicules vont, on peut avoir des voies cyclables, on peut diviser la route et avoir des voies cyclables. On peut également essayer de voir à peu près à quel niveau il y a des engorgements. C'est-à-dire à Yaoundé, on sait que si vous allez en Van, si vous allez en Gousso, il y a des points d'engorgement, il y a des points véritablement d'embouteillage qu'il faut d'abord libérer avant toute chose. Maintenant, on va peut-être voir plus grand en parlant d'échangeurs simplifiés. Mais là, c'est un autre pan, c'est un autre domaine parce que ça demande beaucoup d'argent et c'est peut-être des projets qui vont s'inscrire dans la durée. Parce qu'on dit échanger, simplifier, c'est beaucoup d'argent. Faisons déjà le peu que nous pouvons faire avant d'amorcer un peu ce qui est un peu plus grand. Maintenant, la question a également une dimension politique. Vous savez, la juste répartition ou le plan de distribution de la ville suppose qu'il faut éclater la ville. Il faut éclater la ville. Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas de nouveaux arrondissements à Yaoundé? De façon à ce qu'on crée des pôles d'urbanisation. Parce que là, on met la route, on amène aussi le développement. Là, la route passe, le développement suit. C'est-à-dire quand on met une route, on sait que si on a mis une route en Kwameyos, il y a beaucoup de gens qui vont aller construire de ce côté. Il y a des gens qui vont habiter de ce côté. Il y aura des écoles, il y aura des centres commerciaux et tout ça. Donc, on peut aussi éclater la ville de Yaoundé de façon à ce que cette dimension concentrique et circulaire que nous avons aujourd'hui
n'existe plus. En tout cas, il y a beaucoup d'espace dans Lumba. Il y a beaucoup de... Oui, Oh, donc Lumba, je pense que la plupart des prises de parole sur ce région. plateau, la plupart des prises de parole sur ce plateau est accompagnées de pistes de solutions. Sauf si, voilà, je pense que nous sommes arrivés au terme donc de ce programme, ici La République, production de ce jour. On va dire merci donc à tous qui ont été des nôtres durant 1h55, ceux qui nous ont pris à partir de notre page Facebook. Restez connectés sur les pages de Cam10 Télévision. Bonne journée à tous.